La princesse Catherine était l'une des femmes les plus ingénieuses de Russie, mais pas comme on pourrait le croire. Mariée de façon inattendue à un homme qu'elle n'aimait pas, elle trouva rapidement une excuse pour parcourir l'Europe et profiter pleinement de la vie. Comment a-t-elle réussi? Et qu'est-ce qui la rendait si remarquable? Voici son histoire. La femme plus connue dans l'histoire sous le nom de princesse Catherine Bagration est née le 7 décembre 1783 dans la ville de Naples, dans le sud de l'Italie, sous le nom de Catherine ou Yekaterina Skavronski. Son père aurait été le comte Pavel Martinovitch Skavronski, chambellan à la cour impériale de Russie, et au moment de la naissance de Catherine, diplomate de l'Empire russe auprès du royaume de Naples et de Sicile. Sa mère était Catherine ou Yekaterina von Engelhardt. Elle était la nièce du prince Grigori Potemkin, qui fut pendant un temps la personnalité la plus puissante de l'Empire russe après l'impératrice Catherine la Grande. Potemkin et sa nièce, la mère de Catherine, ont entretenu une relation pendant un certain temps, et il a été supposé que la jeune Catherine pourrait en réalité avoir été l'enfant illégitime de Potemkin. Quelle que soit sa véritable filiation, nous savons qu'elle a grandi avec des relations haut placées au sein de la noblesse russe et qu'elle en a tiré profit. La jeune Catherine est finalement retournée en Russie peu de temps après sa naissance et a été élevée à la cour de Catherine à Saint-Pétersbourg. La Grande qui a gouverné le pays jusqu'en 1796 après avoir transformé la Russie en l'une des grandes puissances européennes. Et ensuite le tsar Paul Ier jusqu'en 1801. C'était une période de trouble à travers l'Europe, car la Révolution française de 1789 avait vu de nombreuses puissances du continent entrer en guerre contre les Français. Cependant, malgré ses efforts pour écraser la Révolution française, des puissances comme l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Prusse ont subi défaite sur défaite face aux Français tout au long des années 1790. Pour l'instant, la Russie observait les conflits en Europe occidentale et centrale, sans s'impliquer de trop près, mais elle devrait finalement prendre une position ferme et, lorsqu'elle le ferait, cela aurait un impact sur la vie de nombreux nobles russes, comme la princesse Catherine. En 1800, alors qu'elle avait 16 ans, Catherine épousa le prince Pierre Bagration, un descendant d'une grande lignée royale géorgienne, les Bagrationi, qui avaient environ 35 ans. Le mari de Catherine était unique, beaucoup trouvaient leur union étrange. Par exemple, ce n'était pas un homme particulièrement beau ni une allure séduisante. Il était de taille moyenne, mince, avec des cheveux bruns, et avait un nez crochu, qui faisait l'objet de nombreuses plaisanteries à Saint-Pétersbourg, la capitale russe de l'époque. Mais Bagration était l'une des grandes figures militaires de l'époque. Il était l'un des rares individus à avoir réussi à vaincre l'une des armées de Napoléon sur le champ de bataille et à arrêter l'avancée française en Russie en 1807 à la fin de la guerre de la 4e coalition. Cela lui valut une grande réputation à une époque où Bonaparte était considéré par de nombreux Européens comme un homme presque divin, qu'on pensait tout simplement invincible au combat. Beaucoup de Russes appelaient Bagration en conséquence le dieu de l'armée. Ses victoires contre les Français étaient à venir quand Catherine devint sa femme, mais il avait déjà exercé d'importants commandements militaires en Pologne dans les années 1790. Ainsi, Catherine épousait un membre d'une grande dynastie politique à la cour russe. Pourtant, Catherine était contre cette union, et on pense qu'elle était amoureuse d'un autre courtisan et général, le comte Pierre von der Paumen. Néanmoins, ce mariage avait été arrangé par les hauts responsables du gouvernement russe, et elle ne pouvait guère refuser. Le général d'origine française, Louis-Alexandre Andrault de Langeron, a déclaré ce qui suit au sujet de cette union. Bagration a épousé la jeune nièce du grand prince Potemkin. Cette riche et illustre épouse ne lui convenait pas. Bagration n'était qu'un simple soldat avec le ton et les manières d'un soldat, et il était extrêmement laid. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos.
Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Elle était aussi blanche qu'il était noir, et elle était aussi belle qu'un ange, éclatante, la plus vive des beautés de Saint-Pétersbourg. Elle ne serait pas heureuse longtemps avec un tel mari. Cela s'est rapidement avéré exact, car le mariage fut un échec, et Catherine et Pierre n'eurent pas d'enfants, passant la majeure partie de leurs années de mariage séparés l'un de l'autre. Bien que Catherine ait tenté pendant plusieurs années après leur mariage à l'automne 1800 de faire en sorte que son union avec Bagration fonctionne, ils se sont de plus en plus éloignés. Finalement, en 1805, elle décida de se séparer officieusement de son mari et quitta la Russie pour voyager à travers l'Europe. Pendant une période où la domination de Napoléon sur le continent étendait la domination française, de Lisbonne à l'ouest jusqu'à la Pologne à l'est. Elle allait passer une grande partie de la décennie suivante, et même plus, à voyager à travers l'Europe avec un important cortège de courtisans et de domestiques, visitant de nombreuses grandes capitales du continent. Les années de Catherine en tant que princesse errante, comme on l'appelait euphémiquement, furent de facilitées par les circonstances politiques de cette époque. Bien que Napoléon ait été en guerre avec la Russie jusqu'en 1807, le traité de Tilsit a effectivement instauré la paix entre la France et la Russie. Ainsi, les deux nations ont convenu de partager le contrôle de l'Europe continentale, puisque la France avait conquis l'Autriche, la Prusse et d'autres États. Cet accord a permis, entre 1807 et 1812, à des aristocrates comme la princesse Catherine de voyager entre des villes comme Moscou, Varsovie, Vienne, Berlin et Paris relativement sans encombre. Ainsi, la vie itinérante de Catherine durant ces années dépendait de la situation politique et, après l'invasion française de l'Empire russe en 1812, ses déplacements furent sans brièvement plus restreints. Au cours de ces années, alors qu'elle voyageait à travers l'Europe et visitait certaines des cours les plus éminentes du continent, Catherine acquit la réputation d'avoir une personnalité éclectique et singulière, rejetant nombre des normes sociales de l'époque. Son mari passa des années à lui écrire et à tenter d'influencer d'autres personnes dans les cours qu'il visitait afin de l'aider à la convaincre de revenir en Russie et de cesser de l'embarrasser par son comportement ouvertement indépendant. Catherine n'en avait cure et rejetait constamment ses supplications, prétextant qu'elle était malade et qu'elle avait besoin de soins médicaux uniquement disponibles à l'étranger. Alors qu'elle voyageait de ville en ville, Catherine se fit une réputation dans d'autres domaines. Catherine, par exemple, devint connue à Vienne, Paris et dans d'autres métropoles sous le nom de la Belle Ange Nouée, ce qui se traduit par le bel ange nu. Une référence à son goût pour les robes révélatrices et à sa sensualité. Tout cela a culminé en plusieurs liaisons alors qu'elle traversait le continent. La plus scandaleuse impliquait une relation supposée avec Johann Wolfgang von Goethe, auteur de Faust et le plus grand écrivain allemand de l'époque. Cependant, la plus significative fut sans aucun doute sa relation avec le prince Clémence. Von Metternich, une personnalité qui s'était d'abord illustrée comme ambassadeur d'Autriche à Paris au milieu des années 1800 pour devenir le principal homme d'État autrichien de la première moitié du XIXe siècle. Avec Metternich, Catherine aura son unique enfant, une fille nommée Marie-Clémentine, née à l'automne 1810. Pendant un certain temps, Catherine s'installa à Vienne, où elle transforma sa maison en un salon résolument pro-russe et anti-napoléonien. La princesse remplissait constamment sa maison de personnes riches et célèbres qu'elle utilisait pour acquérir d'innombrables secrets politiques. Catherine fit de ce savoir une arme par tous les moyens possibles, et, apparemment, Napoléon la considérait comme une adversaire politique sérieuse.
Alors que Catherine continuait d'accumuler des dettes, son mari s'irritait et se plaignait même auprès de la mère de sa femme de son extravagance. Pourtant, malgré cela, il était un homme généreux et continuait à payer ses factures. Le mari de Catherine est mort prématurément en 1812. Cette année-là, Napoléon a envahi l'Empire russe dans ce qui fut la plus grande campagne militaire de l'histoire européenne moderne jusqu'à ce moment-là. En tant que l'un des principaux généraux de sa nation, Bagration était fortement impliqué dans la défense de la Russie. Une campagne qui a finalement vu les Russes abandonner Moscou et brûler une grande partie de la ville afin d'empêcher les Français de l'utiliser comme base alors que l'hiver russe s'installait. Cependant, Bagration ne vécut pas assez pour voir ces événements. Il privilégiait une stratégie consistant à affronter les Français et leurs alliés en bataille rangée avant leur arrivée à Moscou. Ces efforts en ce sens ont conduit les Russes à affronter les Français lors de la bataille de Borodino, le 7 septembre 1812, non loin de Moscou. Au cours d'un affrontement dont les Français sortirent non victorieux et poursuivirent leur marche vers Moscou, Bagration fut grièvement blessé. En raison d'un manque de soins, la gangrène s'est installée dans la blessure à sa jambe et il est finalement décédé 2 semaines et demie plus tard à Séma, à l'âge de 47 ans. Cela laissa Catherine veuve et libre de se remarier éventuellement, mais il fallut de nombreuses années avant qu'elle ne le fasse. Après sa mort, ses affaires furent fouillées et, parmi ses papiers, une série de lettres compromettantes furent découvertes. Celles-ci montrent que la grande duchesse, Catherine Pavlovna de Russie, la sœur de l'empereur Alexandre Ier de Russie, était passionnément amoureuse de lui. Certaines sources affirment qu'ils étaient amants et qu'en conséquence, en l'an 1800, l'empereur Paul Ier de Russie força Bagration à épouser la princesse Catherine, afin d'éviter toute relation future entre Bagration et sa fille. Cependant, d'autres affirment qu'il a largement ignoré ses avances, car il adorait sa femme, Catherine. Catherine était l'une des figures féminines les plus en vue lors de l'un des rassemblements diplomatiques et aristocratiques les plus importants du XIXe siècle. Cela eut lieu en 1815 à Vienne. Le congrès de Vienne, comme on l'appelle généralement, fut réuni vers la fin des guerres napoléoniennes, alors que la mainmise de Bonaparte sur la France et l'Europe s'effondrait. La conférence visait à redessiner les cartes de l'Europe après 25 ans de domination française en Europe occidentale et centrale. Mais le congrès devint aussi une occasion pour les membres éminents des familles royales, des gouvernements et des aristocrates du continent de renouer leurs relations. Après des années de discorde, Catherine était au centre des événements mondains ici, tandis que son amant Metternich s'imposait comme le diplomate le plus important des négociations. En tant que lien entre le gouvernement autrichien et le régime impérial russe, Catherine joua un rôle important en permettant à Metternich de négocier avec succès avec la Russie. Les actions de Catherine à Vienne sont tristement connues. Elle était par exemple apparemment impliquée dans des relations amoureuses avec plusieurs personnes pendant son séjour dans la capitale autrichienne, notamment avec le tsar Alexandre Ier. Cela n'était pas surprenant. Les aristocraties et les gouvernements européens ne faisaient pas que régler le paysage politique de l'Europe. En 1815, à Vienne, ils célébraient également la fin de la domination de Napoléon sur l'Europe. Après 15 ans de son règne et 10 autres années pesatées de guerre révolutionnaire contre la France. Ainsi, de nombreuses personnes arrivèrent à Vienne accompagnées de leurs maîtresses et de leurs suites, avec des fêtes et des banquets organisés presque chaque jour. Par exemple, le duc de Wellington, le grand vainqueur de Napoléon lors de la guerre péninsulaire en Espagne et au Portugal ainsi qu'à Waterloo, arriva à Vienne accompagné d'une courtisane franco-italienne notoire, et il n'était pas le seul dans ce cas. Compte tenu de tout cela, les activités de Catherine à Vienne en 1815 s'inscrivent dans le contexte ambiant. Dans les années qui ont suivi la fin des guerres napoléoniennes et le congrès de Vienne, Catherine s'est installée dans un hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Là, elle menait une vie sophistiquée dans une ville qui allait s'imposer comme le centre culturel du monde pour le siècle à venir, bien que ses activités aient été surveillées au fil des années par le gouvernement russe, qui s'inquiétait de ses éventuelles interactions avec les autorités parisiennes. Finalement, Catherine s'est remariée. Cela eut lieu le 18 janvier 1830 avec le diplomate et homme politique britannique Sir John Hobart Caradoc, un homme né en 1799 et de plus de 15 ans, le cadet de Catherine.
Tout comme lors de sa première union, Catherine était trop rebelle pour accepter l'autorité de son mari, et finalement, elle et John se sont éloignés l'un de l'autre et se sont séparés officiellement. Catherine a vécu longtemps en France et en Europe occidentale, passant du temps dans le nord de l'Italie. Ces dernières années furent peut-être surtout marquées par l'héritage qu'elle reçut de son grand-oncle Potemkin. Cela consistait en des collections de bijoux et de diamants d'une valeur inestimable. Elle en vendit beaucoup afin de continuer à financer son train de vie en France et en Italie, y compris de nombreuses pierres précieuses qui finirent dans les collections de certaines des familles royales et aristocratiques les plus importantes d'Europe. Elle finit par mourir à Venise au début de l'été 1857 à l'âge de 73 ans. Elle fut enterrée dans un cimetière situé sur l'Isola di San Michele, ou l'île de San Michele, qui est une petite île située dans la lagune principale de Venise. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la princesse Catherine Bagration. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.